RLP. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées. On sait plus comment s'orienter. Bonjour à tous et à toutes, RLPciens et RLPciennes, devant l'idiocratie, un espoir renaît toujours et encore, l'alternative. Aujourd'hui encore, nous invitons quelqu'un en dehors du commun, en dehors du cadre, non pas vraiment, mais je vous présente Guillaume, notre invité de la journée. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, merci. Et toi ? Ok, ouais, ça va très bien. Donc bienvenue à toi sur RLP. RLP. Aujourd'hui, nous allons découvrir ton monde, ton milieu. On va essayer de capter un petit peu comment tu arrives à faire quelque chose d'un peu différent des autres. Est-ce que en 2-3 mots, tu peux nous expliquer qui tu es, d'où Bien tu sûr. viens ? En 2-3 mots, je m'appelle Guillaume Rivière. Je suis originaire de la région bordelaise. Je suis né à Lormont. Et j'ai atterri en Dordogne il y a maintenant 5 ans. Un petit peu moins de 5 ans. Et j'ai monté il y a peu un atelier de réparation et d'entretien de vélos Très bien. Sur quelle commune ? sur la commune d'Agonac. Et grosso modo, quel milieu social tu es ? Enfin, Ma mère est ATSEM, assistante maternelle en école. Mon père travaillait en tant que mécanicien, électromécanicien en maintenance de machines à l'usine Ford à Blanquefort, une usine qui a fermé il y a pas très longtemps, il y a un peu moins de 10 ans. J'ai jamais manqué de rien. ouais. Voilà, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai pu faire un petit peu tout ce que je voulais dans la vie. Ok. Et tout va bien pour moi, je suis très content. Je crois que l'usine Ford, c'est pas de là où il travaillait, Poutou ? Si, Ah, ils étaient collègues. Ouais. Ouais, mon père est Ok, Philippe ok. Poutou. Mais tu considérais que, quoi, ils étaient cadres, tes parents, ou... Bon, Atsem, non, mais ton père qui... Alors, mon père a commencé à travailler donc chez Ford. Il était à la caisse à outils, comme on dit dans le jargon, à la caisse. Je dirais en bas de l'échelle. Et il a quand même terminé sa carrière, si on peut parler de carrière, dans les bureaux. D'accord. Tes grands-parents, ils faisaient quoi ? Alors, côté maternel, ma grand-mère ne travaillait pas en tant que salariée. Elle s'occupait de sa famille, de faire vivre Ouais. le foyer familial. C'était son travail. Travailler, oui. C'était son travail, voilà, mais pas en tant que salarié. Mon grand-père, lui, il bossait dans une carrière d'extraction de cailloux, de tout un tas de choses, de matériaux utiles au bâtiment, à la fabrication, au BTP. D'accord. Et côté paternel, mon grand-père était mécanicien. Il avait un garage automobile centre-ville de Bordeaux qui a été racheté il y a très longtemps. Je ne pourrais pas donner de date. Par mais il y a- Ford. Non. Qui a été racheté par des restaurateurs japonais, je crois. C'est devenu un restaurant, alimentation asiatique ou quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Ok. Alors, la grande question de ce que tu fais, le nom m'avait interpellé. Burette et Mhm. Guidoline. Oui. C'est joli comme nom. Merci. Ça sort d'où ? C'était une intention que ce soit joli, et je suis content que tu le remarques. C'est quelque chose qu'on me dit régulièrement, que ça sonne bien, Burette et Guidoline. C'est pas des mots qui ont été choisis au hasard non plus, même si leur sonorité est joyeuse et représente bien qui je suis et ce que je veux mettre en place. C'est-à-dire que la burette te représente. Ouais, complètement, c'est l'huile. Voilà, je suis l'huile sur votre chaîne de vélo. D'accord. Et la burette, c'est le récipient dans lequel on met de l'huile. C'est un outil on peut dire que c'est un outil de mécanique universelle, parce qu'on le retrouve dans plein d'autres manières de faire de la mécanique, autres que celle du vélo. Et c'est beau, en plus, là, de par la forme, c'est beau. Là, je parle des burettes d'antan, Ouais, en métal, oui, pas les oui. nouvelles.
que j'utilise le plus souvent d'ailleurs, hein, les nouvelles burettes qui me servent à huiler les chaînes le plus souvent, qui sont en plastique et jetables. Oui, parce que celle dont tu parles, la dernière fois que j'en ai vu, c'est dans Tintin, et je crois que c'est Tournesol qui graisse une porte avec ce truc. Ah ben voilà. Et pareil pour guidoline, je crois que j'avais 8 ans la dernière fois que j'ai entendu ce mot. Oui. C'est un mot de mon enfance, guidoline. Oui, c'est un petit peu old school, vintage, enfin de l'ancien temps, hein, pour parler en français. La guidoline, c'est un terme qui est utilisé pour désigner le ruban de cintre. Le cintre, c'est la partie du vélo sur laquelle on met les mains, le guidon, qu'on appelle plus communément le guidon, mais c'est pas exactement ça un guidon. Nous, on parle de cintre dans le jargon professionnel et le cycliste averti parle de cintre. Et donc, ce fameux ruban de cintre, il vient entourer le tube métallique pour venir créer une zone d'accroche pour les mains. Ça apporte du confort et ça rend le vélo plus sympa à toucher, à utiliser. D'accord. Voilà, et on appelle ça la guidoline ou le ruban de cintre. Mais guidoline, ça sonne beaucoup mieux quand même. Voilà, burette et guidoline. Je vous conseille. Tu as un site, tu as quelque chose ? J'ai un site internet, une page Facebook. Alors, à la fin de l'émission, on donnera les liens. Ça marche. De manière à ce que si les gens ils veulent venir voir. Ça roule. J'imagine que tu as alimenté avec des photos, etc. Exactement. Donc, burette et guidoline, bienvenue. Merci. Quelle histoire nous fait arriver à aujourd'hui ? Je te laisse expliquer, raconter un petit peu le parcours. Parce que je sais que tu as eu un parcours un peu atypique avant d'arriver à réparer des vélos. Oui, on peut dire ça. Tu étais plus Modigliani que réparateur de vélos. Alors déjà, moi, mon lien avec le vélo, qui m'a amené donc à la réparation de vélo, c'est un lien qui a commencé très tôt parce que j'ai grandi dans la campagne bordelaise, dans le vignoble bordelais du côté de Blaye, Côte-de-Bourg, Côte de Blaye, des vins qui parlent à beaucoup d'entre nous. Pour se déplacer, le moyen de locomotion le plus efficace, quand j'étais ado et jeune enfant, enfant qui commençait à grandir, c'était le vélo. Ouais, et quand tu utilises ton vélo au quotidien, tu es forcé de l'entretenir et de mettre les mains dedans. Voilà, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres à vélo les week-ends avec les copains tout autour de chez moi. Tes parents faisaient du vélo ? Ton père et ta mère, non ? Non, du tout. Ah ouais ? Non, mon père est pas du tout sportif et ma mère, elle, c'est plus la randonnée maintenant qu'elle a un peu plus de temps. D'accord. Mais pas de vélo, non. Ok. Et donc du coup, là c'était le vélo en mode je me déplace avec. Puis après j'ai découvert le vélo un peu plus sportif via le BMX. Donc le BMX c'est des petits vélos avec des tailles de roues de 20 pouces comme on dit. Hein. C'est plus cross en plus. C'est plus cross, ouais, on peut dire bicross aussi. Je vais pas mal dire bicross d'ailleurs là si je parle de BMX. Vintage. Je replonge en enfance là. Ouais. Je t'écoute. Et j'adore ce terme, bicross. Je trouve que ça claque. Ça me fait penser à des petites buttes comme ça. C'est exactement ça. Qui font 30 cm, mais t'as l'impression que tu pars en wheeling. Ouais, complètement. Ouais. donc moi je faisais ça, je faisais les fameuses petites buttes. Et j'avais un vieux bicross d'ailleurs qui traînait chez mes parents dans un KGB, qu'un jour j'ai remis en état de A à Z. Et pour un Noël, je ne sais plus de quelle date, quand j'étais mioche, j'ai demandé à mon père s'il pouvait m'acheter une paire de pneus, des nouveaux câbles, des nouveaux patins de frein, de la bombe, de peinture. Et j'ai remis mon premier vélo en état très très jeune. Ah ouais ? Ouais, j'ai adoré faire ça. Et je me suis dit, ouais, je suis quand même pas quelqu'un de spécialement... comme tout le monde, parce que c'est vrai que c'est un peu quand t'es enfant de demander pour Noël une bombe de peinture, du papier abrasif aussi parce qu'il fallait décaper le cadre et tout ça. C'est vrai que c'était un peu quand j'y pense avec le recul, c'est vrai que je me dis que je devais être passionné déjà. Oui, parce que c'est vrai, j'ai un petit moi qui a 6 ans et ils sont plutôt sur du Nerf ou du... Ah oui. Ouais, on est plutôt... je n'achète pas, mais... ou des dinosaures. C'est ça, ouais. J'ai dû y passer, hein. Mais le vélo a vite pris le dessus. Et donc après, j'ai toujours continué à faire du vélo dans ma vie. Même si je me suis pas orienté professionnellement de suite dans ce domaine du vélo, de la réparation pour le coup, parce que c'est ce que je fais actuellement.
J'ai toujours été manuel. Après le collège, je me suis orienté vers un bac art appliqué que j'ai passé ici à Périgueux. Ensuite, un CAP plus brevet des métiers d'art, diplôme des métiers d'art ébénisterie. Ah oui, c'est vrai que oui, quand on a préparé Ouais. l'émission, ça m'avait surpris que tu fasses quand même, un diplôme d'art appliqué. C'est pour ça que je parlais de Ouais, Modigliani. oui, j'ai fait le lien. Et donc j'ai beaucoup travaillé en tant qu'ébéniste dans tout un tas de boîtes différentes, assez loin de chez moi d'ailleurs, hein, même loin outre-Atlantique, Saint-Barth dans les Caraïbes notamment, où j'ai travaillé dans des villas de fous, enfin Avec Johnny. Notamment, ouais, je suis rentré dans sa villa pour C'est un vrai. service après-vente, pour une petite bricole qu'il y avait à faire. À l'époque, le patron qui m'embauchait, c'est lui qui a fait l'aménagement de tout ce qui est dressing, tout ce qui avait à faire au bois pour la villa de Johnny Hallyday. Ah ouais, Voilà. Ouais. d'accord. Ouais, quelque chose d'assez impressionnant. Bon, même si Johnny, je m'en fiche un peu de lui, mais c'est intéressant. Ouais. Après, c'est Parce quand que même. tu as dû faire quand même des super beaux chantiers. J'ai fait des très très beaux chantiers. Parce Mais le fait est que justement, ces beaux chantiers, c'est souvent des gens qui ont beaucoup de monnaie. J'ai fait de l'aménagement aussi d'avions, par exemple, parce qu'on emploie les ébénistes pour aménager les avions. Ça demande une certaine dextérité, une certaine finesse dans les doigts. Et dans la tête aussi, hein, parce qu'il y a aussi, on travaille aussi avec sa tête et ses mains quand on bosse dans l'artisanat comme ça, si je peux parler d'artisanat. Et donc, ça a fini par me lasser, ce travail. Et en 2019, j'ai eu envie de passer un diplôme de mécanicien vélo pour valider mes acquis. Donc, j'ai passé un CQP. Le gars qui part de Bac plus 7 et qui redescend au CAP de base. En gros, ouais, c'est ça. Il y a eu des allers-retours assez significatifs dans ma manière de faire. C'est chouette. Oui, je sais pas, c'est ce que je voulais faire en tout cas à Et l'époque. pourquoi c'est vraiment c'est va-et-vient. le besoin de faire qui t'a agité? Alors, concernant le vélo, tu veux dire Tout, même le CQP, enfin de revenir à la pratique, que ce soit l'ébénisterie ou réparateur vélo, Ah oui. que tu pars plutôt pour faire du design et puis Ouais. J'avais besoin vraiment de toucher la matière. Enfin, j'ai toujours eu besoin de toucher la tu te matière. destinais à être Basquiat et tu te retrouves à réparer des vélos. Donc, Voilà, exactement. Non, j'ai jamais imaginé devenir Basquiat. Le fait est que j'ai toujours eu envie de travailler autant avec mes mains qu'avec ma tête. Et même dans les arts appliqués, je me reconnaissais pas une place certaine et viable. Donc, je suis revenu à mes amours du travail avec les mains. Je suis passé par la case ébénisterie. Bon, le fait est que la mayonnaise n'a pas pris très longtemps, mais quelques années quand même, parce que j'ai appris plein de choses, rencontré plein de super personnes. Et je suis revenu à mon amour premier qui est le vélo. D'accord. Et donc après avoir travaillé dans pas mal de structures différentes, notamment associatives, en tant que salarié, hein, pas que bénévole, dans des ateliers associatifs où on apprend aux gens à réparer leur vélo par eux-mêmes, donc de la pédagogie pure et dure. Je suis passé par ce genre de structure, donc bénévolat et salariat, et aussi grandes enseignes de sport dans lesquelles j'ai travaillé et dans lesquelles j'ai appris plein de choses et rencontré plein de super personnes. Ouais. Voilà, et donc du coup, après avoir être passé par toutes ces cases de salariat et bénévolat dans le monde de la mécanique du vélo, j'ai fini par monter ma propre structure entrepreneuriale suite à la perte d'un emploi dans une structure associative pour le coup, où j'étais animateur technicien cycle et où j'accompagnais les gens à réparer leur vélo. D'accord. Et est-ce que dans ton parcours, là, tu arrives... est-ce que c'est pour ta propre émancipation? Bon, j'imagine oui un petit peu. Est-ce que c'est pour contrer quelque chose du système, en fait, que tu te mets à faire une petite entreprise? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est une asso? C'est une micro? C'est comment? C'est entrepreneurial, c'est sous le régime fiscal de la micro-entreprise. C'est la micro? Okay. Oui. Est-ce que j'avais envie de contrer quelque chose? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas.
Est-ce que j'avais envie de participer à la mise en place d'une solution alternative et offrir un service différent que ceux de la mécanique vélo, de l'entretien, de tout ce qui concerne le vélo et la machine en elle-même. Moi, ce que je voulais, ce que je veux mettre en place, ce que je fais actuellement, c'est vraiment d'essayer d'offrir une autre approche, un autre accueil que celui qu'on va retrouver dans les grandes enseignes de sport. Où tu poses l'objet et puis tu reviens, il est réparé. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a de ma part, quand je reçois les gens, il y a un réel accompagnement, un réel intéressement. Je ne dis pas que ça ne se fait pas non plus ailleurs, hein, pas du tout. Mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression de vraiment prendre le temps de m'intéresser à la personne, à ce qu'elle veut faire avec son vélo, à ce qu'elle fait avec son vélo. Est-ce qu'elle s'identifie à son vélo? Est-ce que c'est ce genre de choses, exactement. Quelle valeur elle lui donne, quelle valeur elle donne à la pratique aussi. Parce que c'est très chargé la pratique du vélo pour certaines personnes. Oui. Pour moi, notamment, je peux en parler avec beaucoup d'émotion et je sais que pour beaucoup de personnes qui viennent me voir, c'est le cas aussi. Et quand on se rencontre, ce que j'amène, moi, c'est une écoute déjà dans un premier temps, au-delà d'aller donner après une facture pour une réparation, je ne sais laquelle. D'accord. Je pense pas que ça contre quoi que ce soit. Alors, dans mon idée là, de contrer, il n'y avait pas que l'aspect économique, il y avait aussi peut-être un aspect idéologique, par exemple écolo. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'écolo ? Parce que quand on a préparé l'émission, je complète un peu l'information, mais il y a l'idée aussi de recycler et de réparer plutôt que de changer. Oui, j'allais y venir, tout à fait. Il y a cette idée-là que moi j'ai trouvé hyper intéressante parce qu'on est souvent confronté à un commerce qui va remplacer parce que ça lui est plus facile, parce que des fois aussi le coût, parce que ça coûte moins cher. Des fois, la pièce coûte moins cher que le temps, des fois. Exactement. Donc il y avait un peu cette idée-là dans mon idée. Oui, tout à fait. Alors j'allais y venir, je suis un peu perdu. Est-ce que je me considère comme écolo ? Je fais du mieux que je peux, en tout cas. Mais quand je remplis ma poubelle jaune, je me rends compte que des fois, c'est un peu moyen, mais je ne sais pas comment faire autrement. En ce qui concerne le vélo, autant dans ma pratique de moi, du vélo, que de ce que je fais en tant que mécanicien vélo, là, oui, j'ai l'impression d'être un écolo. Du coup, comme tu le disais, moi à l'atelier, je réutilise un maximum de pièces issues du réemploi. Donc des vélos que je vais récupérer qui vont pas être mécaniquement, que je vais pas pouvoir remettre sur roue parce que trop de travail, des pièces trop qui ont trop vécu. Mais il y a toujours un petit quelque chose à récupérer. Ce petit quelque chose, je le mets de côté. Et lorsqu'un client vient me voir, s'il me parle budget, s'il a des attentes particulières concernant la réparation que je vais lui faire, c'est là aussi que mon écoute, elle est importante et qu'elle est différente de celle d'un autre bouclard, comme on dit dans le jargon, d'un autre atelier. Ah, on vous appelle des bouclards ? Des bouclards, oui, c'est ça. Du coup, si cette personne est d'accord pour que j'aille lui monter telle ou telle pièce issue du réemploi, je vais le faire. D'accord. Je vais quand même lui facturer. Parce qu'il y a du travail derrière. Oui. Mais cette pièce, voilà, elle sera pas sortie, elle n'arrivera pas de chez un fournisseur de l'autre bout de la France ou de l'autre bout du monde. Elle était là à la déchetterie du coin, je l'ai démontée sur un vélo, elle est dans mon stock, je lui monte. Voilà, ça, c'est le genre de service que je propose. D'accord. Ces pièces aussi, elles me permettent de remettre en état des vélos que je vends, parce que je fais aussi de la vente de vélos d'occasion, de vélos reconditionnés, c'est un nouveau terme actuel, de la seconde vie. Voilà, et donc je redonne vie à des vélos qui parfois vraiment ne payent pas de mine du tout, des vélos oubliés, que je glane de ci, de là, que je rachète parfois, qu'on me donne, que je trouve à la déchetterie, que c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, et certains de ces vélos valent le coup. Je les remets en état et je les vends à des prix qui défient pas toute concurrence parce que je me fais une toute petite marge dessus, mais c'est des vélos qui sont vendus vraiment, vraiment pas cher, qui sont accessibles financièrement. D'accord. Est-ce que tu te considères comme un descendant de ton grand-père qui, lui, avait un garage voiture ? Est-ce que, quelque part,
Il y a un accomplissement à être la Alors, suite. J'imagine que ça s'est pas fait tout à fait par hasard parce que mon grand-père a toujours mis les mains dedans, même s'il était patron quand même d'un garage, un garage conséquent. Hein. On imagine dans le centre de Bordeaux, oui. Ouais, complètement. Après, mon grand-père, je l'ai toujours connu avec le bleu de travail, hein. Jamais sans. Toujours la One Piece, là, à l'ancienne. Celle qui remonte au-dessus des épaules, qui fait Oui, à la fois les jambes et le torse et les bras. Son travail était son identité. C'est en quelque sorte. À l'ancienne. C'est ça, ouais. Mais quelqu'un qui, mine de rien, a quand même réussi parce que c'était un entrepreneur et qu'il n'avait pas peur de travailler et que l'époque aussi sûrement était... son boulot. Il Ouais, n'y a pas de mal à ça. Hein. Ouais, tout à fait. Et ce qui a fait que mon père, lui aussi, a toujours eu cette sensibilité de mécanique. On répare à la maison, on entretient les bagnoles. Souvent, c'était surtout les voitures, hein, l'activité de mécanique principale. C'était pas les vélos. Non, mais il pouvait peut-être faire de la voiture haut de gamme ou de la voiture ancienne. Il faisait peut-être des choses comme ça. Ce qui correspond au vélo. Toi, tu vas glaner des vieux cadres, tu remontes des trucs qui ont plus de vie, qui sont même plus de l'ordre du stock, mais tu vas le reconditionner pour que pour qu'ils repartent. Exactement. Mais je sais pas si il y a eu une influence forcément familiale, hein, de mon grand-père, de mon père et de mon frère aussi, et de tout un tas d'autres personnes qui ont gravité autour de la famille. J'en suis là, du coup. Alors, ce que je te propose, c'est on va faire une première pause musicale. Oui. Tu es arrivé avec des musiques. Alors, laquelle musique tu nous proposes Alors, la toute première, c'est un groupe que j'adore, comme toutes les musiques que j'ai choisies et toutes les musiques que j'écoute en général. Très éclectique, hein, mes goûts musicaux. Ça concerne pas spécialement le vélo, celle-ci. C'est le groupe Idols. C'est une reprise de... je ne sais plus quel groupe. Le nom de la piste, c'est Damaged Good. RLP. 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 De retour avec notre invité sur RLP.
102.3, l'alternative. Bienvenue Guillaume, re-bienvenue évidemment. Merci. Pardon Guillaume. Donc Burette et Guidoline. RLP. On va rentrer un petit peu plus dans l'identité de ton public. Qu'est-ce que tu pourrais dire dessus ? C'est sociologiquement ou physiquement, ce que tu veux. Le public que tu accueilles, c'est quoi ? C'est qui ? C'est un public très divers et varié. Si je peux m'attarder sur le profil des cyclistes qui viennent solliciter mes services, il y a vraiment de tout. Il y a du cyclo-sportif qui vient me voir avec des vélos de très haute gamme, de très bonne facture, qui sont très chouettes à réparer. J'adore réparer ce genre de vélos. Je pratique des vélos comme ça d'ailleurs au quotidien, moi personnellement. Voilà, des vélos de bonne facture. En général, moi j'essaye de garder un maximum l'identité des vélos, notamment les vélos vintage. Parce que j'ai le stock aussi. Là, c'est juste une histoire de je ne sais trop quoi. mais j'aime bien voilà, quand l'identité d'un vélo est respectée le plus longtemps possible, quand c'est possible, justement. Et moi, je peux proposer ça, pour le coup, avec toutes les pièces que j'ai. C'est vrai que et mon petit réseau, parce que j'ai quand même un petit réseau. Je suis en lien avec une personne à Chancelade qui est spécialisée dans le vélo vintage. Si j'ai besoin d'une pièce particulière, une fourche notamment, récemment, là, il a fallu changer une fourche. J'ai cru que tu allais me dire, je suis en lien avec une bande de jeunes qui récupèrent des vélos dans la rue. Voilà, voilà, tout à fait. On recompose les cadenas. vélos. Non, pas du tout. Mais voilà, cette personne spécialisée dans le vélo vintage va pouvoir m'aider pour justement que moi, je puisse conserver l'identité maximale des vélos de mes clients et remonter les pièces d'antan et ce genre de choses. Allez, on revient sur le public. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire en âge ? Bon, là, tu as des profils, on va dire, qui sont très sportifs. J'ai des profils très sportifs, tout à fait. Ouais. J'ai des profils cyclistes du quotidien. Voilà, moi, je milite pour le vélo du quotidien. Voilà. J'aime tous les vélos, j'aime tous les profils de cyclistes. C'est la phase plutôt vélo-loisir. Vélo du quotidien ? Ouais. C'est le vélo taf, comme on l'appelle, les gens qui vont au travail à vélo, qui sollicitent beaucoup leur machine. Voilà, vraiment des vélos qui sont pas comme le cyclo-sportif, qui peut-être n'aura le temps de rouler que le week-end. C'est pas le cas de tous, mais le vélo du quotidien, c'est le vélo qui est sollicité quasiment tous les jours au quotidien. Ouais. Et j'ai pas mal de profils de cyclistes vélo du quotidien. Okay. J'ai beaucoup, en ce qui concerne les ventes, je vends énormément de vélos enfants. Ah ouais ? Ouais, beaucoup. Donc tu as un public par an. Un public, tu dis ? Par an. Par an. Les gens, tu sais, qui font des enfants. Exactement, j'en fais partie. J'ai des parents, tout à fait, qui viennent acheter des vélos pour leurs enfants. J'en ai énormément. J'ai pas mal de dames aussi, qui sont demandeuses concernant l'entretien. C'est des choses que je fais, ça. Par exemple, quand je restitue un vélo et qu'on me demande l'entretien de la transmission, ça se passe comment ? Ah, ça fait partie de l'accompagnement. Je donne le B.A.-ba, comment entretenir sa chaîne. La chaîne, c'est vraiment quand même une pièce centrale dans le vélo. Bon, les pièces centrales dans le vélo, il y en a plein, mais la chaîne, c'est très important. Une chaîne entretenue, elle peut durer très longtemps. Ça fait partie des pièces d'usure qu'on aurait tendance à changer régulièrement. Si on l'entretient... Tu aurais quelle proportion homme-femme ? Je dirais 80% d'hommes. D'accord. Ouais, c'est plus masculin. En âge, entre 40 et 60 ans, le plus. Il y a des jeunes ? Ouais, je dirais qu'entre 25 et 30... c'est vraiment dur. C'est quand même plus des personnes d'âge mûr, plus des quarantenaires. Les jeunes, c'est pas ceux que je vois le plus souvent. Souvent, les jeunes, ils réparent eux-mêmes leur vélo. Oui, ils sont peut-être un peu plus téméraires, ils vont aller chercher sur Internet comment on fait telle ou telle chose. Puis ils n'ont pas de fric pour l'amener au réparat. Ils n'ont pas spécialement le fric. Et ils ont plus de temps. Et ils ont peut-être plus de temps parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Les stigmatisent. Mais en tout cas, ils vont peut-être être un petit peu plus téméraires et ne pas avoir de fric, ça c'est quand même une réalité. Oui. Donc tu te débrouilles. Vraiment, le plus de clients que j'ai actuellement, c'est plus les 40-70 ans. D'accord, 70 ans, c'est bien. Ouais, ça commence à... Ouais. Là, j'ai un papy qui était encore là ce matin. Il a un vélo électrique. Il a une assistance respiratoire.
Il est excellent. J'adore ce client. C'est un client que j'ai réussi à fidéliser, un rare client. C'est dur économiquement de monter un atelier comme ça. Et lui, je l'ai fidélisé. Je suis hyper content. Il est trop drôle. Il a une assistance respiratoire, un vélo électrique, une machine de fou qui coûte les yeux de la tête, que je bichonne. Tu fais aussi le vélo électrique? Je fais aussi le vélo électrique. D'accord. T'es obligé. Quand t'es réparateur vélo, Et- actuellement, t'es obligé. Et tu fais des ateliers? Je rebondis sur tout ce que tu vas dire. Hein. Ouais. Tu fais des ateliers où on peut venir s'initier? C'est prévu, mais c'est pas encore mis en place. D'accord. Mais ça fait partie de toute ma liste. Et du coup, le pôle formation, ça fait partie de tout ce que je Très veux bien, proposer. Il y a un autre truc sur les ateliers que je voulais te poser comme question, parce que tu fais du montage, toi, spécifique. Tu fais de la fabrication de certains types de vélos. Alors oui, ça fait partie des annexes de mon projet entrepreneurial. C'est la fabrication de vélos cargo. Les vélos cargo, ce sont des vélos utilitaires qu'on utilise pour le transport de charges lourdes, le transport d'êtres humains notamment. Mais Beaucoup c'est quoi? C'est des minibus? C'est quoi? C'est un peu tuk-tuk, c'est le minibus du vélo d'une certaine manière. Il en existe plein de formes différentes. c'est le côté cargo? Alors ça peut vite faire 2,50 m de long. Pour moi, les modèles que j'ai commencé Ah à oui, on est au fabriquer, bord du transport familial, là. ouais, tout à fait. Ouais. Et ce vélo, c'est un vélo cargo de type Long John, c'est-à-dire que le chargement se trouve devant le guidon. Et donc c'est des vélos de type biporteur, c'est-à-dire qu'il y a 2 roues, une devant, une derrière, comme un vélo tout à fait classique. Là, il n'y a pas 3 roues. D'accord, dans ce que je fabrique. Ah oui, parce que c'est vrai que dans ce type de vélo cargo, des fois on voit, c'est un peu comme les... Des triporteurs. Ouais, Ouais, avec 2 roues comme les devant. vendeurs de glace à l'ancienne, là. Exactement. Ouais. Et ce qui se fait toujours en milieu urbain, c'est des choses qu'on voit, des gens qui proposent des cafés ou... Et il y a de l'électrique sur ce que tu fais, ou c'est Alors, juste mécanique? oui, là sur celui-ci, celui que j'ai terminé, voilà, parce que je fais aussi de l'électrification de vélos. Ah oui, C'est-à-dire que les d'accord. gens me proposent un vélo qu'ils utilisent depuis longtemps, pour lequel ils ont un certain amour ou qui donnent une certaine valeur à ce fameux vélo qu'ils souhaitent électrifier. Ils viennent me voir et ils me demandent Tu peux faire Guillaume, ça qu'est-ce que tu peux m'installer comme système électrique? Parce qu'il existe plein de systèmes électriques différents. Tu peux faire ça sur mon vieux Peugeot? Je peux faire ça sur ton vieux Peugeot. Ouais. Trop futuriste. C'est Ah sympa, oui, ça. oui, complètement. Ouais. Très, très futuriste. D'accord. T'es tout seul, du coup, dans la micro? Oui. Il n'y a Je pas travaille, t'as pas d'apprenti, t'as pas d'anciens qui viennent te filer un coup de main? Non, du tout. Parce que je sais que les ateliers de réparation par assaut, ça pullule dans le coin. Je crois même à Agonac, il y a Oui, tout à fait. Ouais. t'as un petit concurrent. Oui, complètement. Et il y a combien de temps là que tu as ouvert? Alors, ça va faire 2 ans que je suis ouvert. Et tu arrives à sortir un peu de... Ça va faire 2 ans le 1er juillet. Pour l'instant, je ne me sors pas de salaire. Et il n'y a pas de financement au départ quand on fait des actions comme ça? La région, elle aide pas pour te faire une première caisse à outils ou un premier loyer ou je sais pas, une exonération de l'URSSAF, ou il n'y a pas de... Alors, comme tout... Parce que là, on est quand même sur presque pas du service à la personne, mais on est sur un espèce de service... Oui, tout le monde connaît. d'utilité Public, publique, presque. comme on dit, c'est ça, ouais. Bah oui, tout le monde connaît le vélo. Ouais. Là, c'est pas comme la rhubarbe, tout le monde n'a pas touché à de la rhubarbe, alors qu'un vélo, tout le monde y a touché. Oui, c'est vrai, ouais. Si jamais il y en a, je ne suis pas au courant. Des aides, j'entends. Et tu payes aussi un loyer, j'imagine? Et je paye un loyer qui est quand même un loyer réduit. La mairie d'Agonac est propriétaire, d'accord, et me laisse accès à ce lieu contre une somme très... On a symbolique, on va dire, pour y accéder. J'ai reçu la mairesse de chez toi, Christelle Druyol. Oui, Christelle, oui. Je vais l'appeler au nom de RLP pour qu'elle fasse quelque chose. Alors déjà, je la remercie. Je remercie la mairie. Ouais. Parce que pour moi, si j'avais pas ce petit loyer qui est à proximité de chez moi, en plus, j'habite le bourg d'Agonac. Si j'avais pas ce petit loyer, clairement, j'aurais pas pu espérer expérimenter l'entrepreneuriat. Ouais. On est sur l'aspect économique. Comment sont calculés les tarifs? Déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux donner 2-3 tarifs? Je sais pas, moi, réparation d'un pneu, est-ce que tu as un tarif? Oui. Alors, réparation, donc changement d'un pneu ou d'une chambre à air sur une roue dite entre guillemets normale, c'est-à-dire sur un vélo classique.
où va pas y avoir de moteur, va pas y avoir un système de freinage de type, là, ça va être un peu technique, mais de type frein roller, frein torpedo en rétropédalage, enfin Le rétropédalage. voilà ce type de frein là qui demande un peu plus de temps pour démonter la roue arrière. Le frein torpedo se trouve au niveau de la roue arrière. De frein à tambour ou de moteur intégré dans la roue. Voilà, si c'est une roue de vélo dit classique ou naturelle, comme je les appelle, un changement de pneu ou de chambre à air, c'est 12 € chez moi. D'accord. Voilà. Ça va, c'est pas trop onéreux. C'est pas trop onéreux. Je suis un poil en dessous de la concurrence, si je peux me permettre d'en parler. Je suis un poil en dessous au niveau tarif. Peut-être pas que l'assaut qui est à côté de toi. Alors non, elle fait pas de réparation. Un atelier associatif ne fait pas de réparation pour les gens ou n'est pas censé le faire. Ouais, ça se présente pas comme de la concurrence, mais c'est un petit peu vachard, je trouve. Mais c'est qu'un avis personnel. Oui, mais ça peut être vu. Quand les choses sont bien faites, ce n'est pas de la concurrence. Quand les gens qui tiennent ce genre de structure le font avec conviction, sont des gens qui pratiquent le vélo, détiennent un petit peu savent ce que c'est que la réalité de l'entrepreneuriat. Enfin voilà, c'est des structures qui ne sont pas là pour. Ce ne sont pas des substituts aux ateliers professionnels de gens qualifiés, comme c'est mon cas. Ouais. Eux ne proposent en fait que l'accompagnement à la réparation, à la vélonomie, comme on l'appelle, la vélonomie, réparer soi-même son vélo. Ah oui. Les ateliers militants purs et durs, associatifs, les bénévoles, ils s'amusent à mettre les gants blancs en début de session, en début d'accueil du public. Ils mettent des gants blancs et l'idée, c'est de ressortir à la fin de la journée, à la fin de la session d'autoréparation, que les bénévoles repartent avec leurs gants blancs, sans trace de cambouis, de quoi que ce soit. Parce que le bénévole, il est là, il accompagne la personne qui vient changer un pédalier, d'accord ? Faudra dire ça à Juppé. Pardon. Oui, ben on lui dira. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que la personne fasse par elle-même. Donc l'atelier associatif n'est pas là n'est qu'un service supplémentaire, devient complémentaire. Ouais. Il y a des chartes, il y a des chartes signées. D'ailleurs, tu pourrais peut-être intervenir chez eux. Alors, c'est tout à fait possible. Ça serait un super partenariat, ça. Oui. D'être au service de leur action. Ah oui. Si concernant cet atelier-là dont tu parles, avec lequel, qui est formation ou d'initiation. Tout à fait. Donc, je reviens sur l'aspect financier. Du coup, tu as des tarifs comme ça qui sont déjà tout faits, comme pour une roue, je sais pas, le changement d'un pédalier, ou tout ça, c'est... Oui, ça c'est carré, il y a un tarif fixe. Ok. Et après, parce que comme tu ne fais pas que changer et mettre du neuf, tu fais de la réparation, vraiment. Oui. Quand on a préparé l'émission, tu me parlais de petits cliquetis, de petits trucs qu'il y a à droite, à gauche sur le vélo. Moi, je pratique le vélo depuis l'enfance. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de petites pièces. Près de 200. Près de 200 pièces sur un vélo. Du coup, là, comment c'était ? C'est un tarif à l'heure, j'imagine ? Alors, comment tu fais ? Tu le fais à la volée ? Là, pour reprendre un exemple concret, récemment, j'ai un client est venu me voir avec un vélo des années 80, un VTT, qui n'a quasiment pas été utilisé, qui a été oublié, comme énormément de vélos le sont, oubliés et quasiment jamais utilisés. Le fait est que ce monsieur, il l'avait dans sa grange et il s'est dit, je vais me remettre à faire un peu de vélo, donc je vais aller voir le réparateur du coin, c'est-à-dire Guillaume Rivière, Burette et Guidoline, pour voir si c'est possible de le réparer. Les commandes, les manettes de dérailleur, c'est-à-dire les manettes qui sont fixées sur le guidon... Ça n'existe plus. qui sont fixées sur le guidon et qui permettent de venir actionner le dérailleur avant ou le dérailleur arrière pour changer les vitesses. Les manettes étaient complètement grippées. En fait, c'est la graisse qui se trouve à l'intérieur qui finit par se transformer en colle, ni plus ni moins. En pâté, ouais. Voilà, en pâté, en pâte très collante. Et cette pâte vient coller tous les petits éléments, tous les petits cliquets et les petits ressorts qui se trouvent dans ces manettes. En fait, il y a tout un tas de roues dentées dans ces systèmes de changement de vitesse. Et il y a des cliquets qui viennent appuyer contre les roues dentées. Il y a des rappels avec des ressorts. Et si jamais la graisse se transforme en colle, comme c'est le cas,
sur ce vélo-là, c'était le cas, ça finit par ne plus fonctionner. Et donc, moi, je lui ai facturé à ce monsieur un nettoyage de manette, comme, alors je me rappelle plus ce que c'est sur ma grille Qui ne tarifaire. correspond pas du tout au temps que tu Et as en fait, passé. j'y ai passé un temps incalculable en fait que je ne lui ai pas facturé, que Ah je peux pas oui. lui facturer, parce qu'au final, mais déjà qu'il s'en tirait pour un petit montant onéreux Ouais, parce que par alors, rapport à tout ce qu'il y avait à faire sur son vélo. Si jamais j'allais lui compter le temps à l'heure pour remettre en état Putain, mais- ses manettes, mais il aurait jamais pu jamais autant aller acheter un vélo neuf. d'où ce mot, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit j'ai un comportement un peu juvénile. Peut-être une approche juvénile, ouais. 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 Du chiffrage et de. Oui, oui, oui. Tu penses que tu n'es pas assez mordant, pas assez, dans mon jargon, Peut-être pas assez crevard. d'expérience. Ah ouais, alors pas du tout crevard. Pardon, pas du tout. pour le mot, mais... Là, ça, c'est une certitude. Mhm. Je Mais suis pas sûr de grand-chose, mais ça, oui. Mais je pense qu'en termes de communication, c'est bien de le dire qu'il y a beaucoup de temps passé qui Oui. n'est pas payé. Oui. Parce que j'imagine que tu passes 3 heures à faire un nettoyage et que tu n'en factures qu'une demi-heure ou 1 heure. Oui, tout à fait, ouais, complètement. Ah, la C'est vache. une de mes prestations. Un vélo, s'il arrive sale, je préviens mes clients. Ouais. S'il arrive sale, voilà, je vais vous prendre temps pour le nettoyer, le vélo. Mais souvent, je vais y passer beaucoup plus de temps que le montant de la prestation. Enfin, bon, tu m'as compris. Ouais. Bon, on va faire une petite pause. RLP. Radio libre en Deuxième Périgord. petit son que tu as choisi. Oui. Enfin, petit, non. Deuxième Gros musique son. que tu as choisi. Est-ce que tu peux nous dire Oui, Vers alors où tu c'est nous le. amènes Bien sûr, c'est le groupe Sleaford Mods. Et le nom de la piste, c'est Tarantula Deadly Cargo. À tout à l'heure. Alien mob dropping lethal cargo on the ship.
De retour sur l'alternative avec notre invité Guillaume, Burette et Guidoline. RLP. Oui, et si je peux me permettre, Permets-toi. après le nom, donc Burette et Guidoline, j'ai une petite phrase qui fait « pour des lendemains qui pédalent D'accord. ». Voilà, je te tenais à le préciser. À philosopher. Ouais, exactement. Ça a du sens. Ouais, je crois. Porteur d'espoir. Ok, on va rentrer un petit peu sur l'idéologie. Mais d'abord, ma première question, c'est pourquoi des vélos plutôt que des voitures? Donc, tu as un affect envers le vélo. C'est un moyen de locomotion, on l'a compris, qui est assez simple d'accès. Mais pourquoi tu ne te serais pas orienté sur du recyclage de bagnoles pour que ça coûte moins cher ou je sais pas moi? Mhm. Bah, les vélos, déjà, ça prend moins de place que les voitures. Et ça, je trouve que c'est quand même un super avantage pour bricoler. Ah oui, c'est vrai que Ça demande moins de... Il n'y a pas besoin d'avoir un pont pour bosser sur petit garage, sur son vélo. Ouais. Pour bosser sur un vélo, si tu veux faire ça de manière ergonomique, tu as besoin d'un pied d'atelier. Et des pieds d'atelier, tu peux en trouver des vraiment pas chers si tu ne l'utilises pas au quotidien comme moi, par exemple, qui utilise mon pied d'atelier tous les jours et qui vraiment le rentabilise à fond. Donc déjà, ça, je trouve que c'est quand même une solution de facilité qui m'a séduite. Et puis si j'en suis arrivé à bricoler, à bosser sur des vélos plus que des voitures, c'est aussi parce que le vélo, c'est quand même mon amour de toujours, qui me suit depuis toujours. Ok. Et je pense que, tu vois, on parlait de contrée tout à l'heure. Si je dois me positionner dans une posture de contrage, Ouais. ça existe ce mot? De contre. De contre. Je voudrais contrer peut-être l'industrie automobile et puis contrer l'utilisation de la voiture. Et ce que je veux, moi, c'est participer à mettre en avant ce système de déplacement qu'est le vélo. Parce que j'ai envie d'encourager les gens à faire leur petit trajet autour de chez eux, un maximum à vélo et non pas en voiture. Eh ben, tu as répondu à ma question suivante. Comment tu pourrais pousser les gens à utiliser plus le vélo? Tu veux les encourager, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en société pour pousser les gens à utiliser plus leur vélo? On comprend, ça polluerait moins, ça maintient en forme. Tout à fait. Comment on Au niveau financier aussi, c'est quand même hyper intéressant parce qu'un vélo qui est entretenu régulièrement, c'est vraiment un objet qui peut ne quasiment rien coûter. Ouais. Surtout si les gens deviennent autonomes et pratiquent la vélonomie. Merci pour ce mot, j'ai appris du vocabulaire. Même si la vélonomie, moi, ça va pas m'aider pour manger, mais j'hésite pas à montrer à un client, quand je lui restitue son vélo, s'il me pose la question, j'hésite pas à montrer à un client ou une cliente comment on huile sa chaîne. Parce qu'il y a une technique pour huiler sa chaîne, pour la lubrifier, pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Il y a une technique. Il y a tout un petit process qui est très accessible. C'est pas burette et tu tournes le pédalier? Alors, il y a une phase où il y a burette et tu tournes le pédalier. Mais il y a aussi une phase de tu changes toutes les vitesses et une phase de tu essuies le surplus. Voilà. Ouais, pour éviter que ça dégueulasse le frein. Exactement, que ça dégueulasse le frein, que tu te retrouves avec la moitié de l'huile sur les mollets ou sur la jante, voilà, qui va rendre le freinage beaucoup moins efficace, ou que l'huile parte dans la nature. D'accord. Ouais. Autant qu'elle reste sur la chaîne ou sur le chiffon sale que tu vas amener à la déchetterie au recyclage dans la bonne benne. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire alors pour impulser Alors, je pense que moi, à mon niveau, j'en fais déjà pas mal en termes de mécanique et de propositions de services, ne serait-ce qu'au niveau de mes tarifs, qui sont quand même pas mal attractifs. Parce que je suis bien en dessous des tarifs de mes concurrents qui se trouvent aux alentours. Je pense que pour encourager un maximum de gens à prendre leur vélo et non pas leur voiture, je crois que cet encouragement, il doit venir aussi des politiques et qui mettent en place des infrastructures un maximum
pour que les gens n'aient pas peur de le prendre, leur vélo. C'est l'un des freins premiers, en Dordogne notamment. Et puis alors je vais pas dire parce qu'on va se faire taper sur les doigts, mais comme notre ami, le nouveau maire de Saint-Denis, qui offre des vélos aux collégiens de D'accord. 3e, est-ce que ce serait une solution, ça? Parce que, Alors, pourquoi pas? Enfin, moi, je suis complètement pour. je sais pas si tu as entendu cette information. Il propose, il y a tout un pack. J'avais entendu parler d'une initiative similaire à Lyon, où les vélos en libre service, qu'on appelle les Véloves, à Lyon. Lyon, ça a été une des premières villes à populariser ce système de location de vélos. Il y a eu d'abord La Rochelle. La Rochelle, ils sont très en avance sur le vélo. La Rochelle est aménagée pour le vélo. Et La Rochelle est aménagée, c'est vraiment une identité. Tout La Rochelle en vélo. Ouais, complètement. Un but que j'adore. C'est super chouette. Et en voiture, c'est impraticable. C'est l'enfer en voiture, La Rochelle. Et le vélo existe, c'est une super alternative. Et du coup, la ville de Lyon a popularisé ce système de location. Et j'ai entendu dire que récemment, tout un pan de la flotte de vélos en location a été reconditionné et a été offert aux personnes qui en avaient besoin, qui ne pouvaient pas s'offrir un vélo. Ouais. Et je trouve ça formidable. Peut-être un système de prêt. Les mairies, elles pourraient avoir un lieu où elles prêtent des vélos. Tout à fait. C'est qu'une histoire de moyens de mise en place, de trouver des gens, de les payer pour gérer tout ça. Pour découvrir une ville, un aménagement un peu plus conséquent pour les vélos. Oui, tout à fait. Et on prête. Mais voilà, pour revenir sur cette histoire, ta question sur l'encouragement, comment encourager les gens. Je pense que c'est surtout les politiques qui jouent un rôle déterminant à ce niveau-là. Ça changerait quoi, à ton avis, en société, si on avait beaucoup plus de personnes qui utilisaient le vélo, notamment en ville? Ça changerait quoi en société? Une société plus sereine, plus aérée. Vraiment plus aéré, au sens propre comme au sens figuré. L'air serait moins pollué? Alors déjà, est-ce que les relations sociales seraient meilleures? Mais tout à fait, plus en douceur. C'est un pas de côté, ni plus ni moins, le vélo. Le fait d'enfourcher son vélo, il y a déjà une prise de position, je trouve, quand c'est le vélo du quotidien, ou le vélo utilisé le plus souvent possible. Je trouve que déjà il y a une démarche, je sais pas si elle est politique, mais il y a un parti pris quand même, mine de rien, une position. Oui, il y a une idéologie quand même. Oui, tout à fait, de la part de la personne qui va faire l'effort, parce que ça demande un effort de faire du vélo, mine de rien. Mais cet effort, il est salvateur, je trouve, il va dans le bon sens. Avec l'électrique, c'est un peu moins... Il y a un peu moins d'efforts, mais l'électrique, il y a du mauvais, mais il y a du très bon aussi, mine de rien. Ouais. L'électrique, c'est quand même... Il y a de très bonnes choses qui se font autour de l'électrique. J'aime bien, quand il y a 20 bornes à faire, t'es quand même content. Enfin, moi, je suis un peu content. C'est pas beaucoup, 20 bornes. Voilà, pour celui comme toi qui pratique régulièrement. Tout dépend du dénivelé. Nous, ici, en Dordogne... Moi, 20 bornes, c'est une matinée. Ah oui, eh oui. Bon. Mais si tu pratiques régulièrement, après les 20 bornes, tu finis par plus les voir passer. Il y a un côté méditatif aussi. Après, les gens ne nous voient pas, mais ils verraient la différence de gabarit. T'as pas de kilos en trop. Mais j'ai quand même pris un peu là parce que j'ai plus vraiment le temps d'en faire au quotidien du vélo. Mais 300 grammes, t'arrêtes les chocolatines, ça va être parti en deux, quoi. C'est vrai. Ok, on va se diriger tranquillement vers la fin de l'émission. Est-ce que toi, il y a un thème que tu voudrais qu'on aborde un petit peu plus? Il y a tellement de choses à dire. Ah là là, il y a tellement de choses à dire. Je voulais... Le vélo, vraiment, vraiment un système alternatif par excellence, autant pour se déplacer que... Alors, on n'a pas le temps, ça dure qu'1 heure l'émission, mais en termes de relations sociales, j'aurais bien aimé qu'on prenne 10 minutes sur les relations sociales quand tu fais du vélo, et quand tu fais de la bagnole, il y a un petit peu moins de « allez, avance, gros con ». C'est sûr. Pip, tu vois, oui, le feu, il est vert, avance. Tout à l'heure, j'ai voulu aborder quand tu me parlais de comment on encourage les gens à faire du vélo. Je voulais revenir sur le fait que beaucoup de gens, s'ils se mettent pas à faire du vélo, c'est parce que ils ont peur des automobilistes, ils ont peur des voitures, qui vont pas être spécialement sensibilisés qui vont pas être habitués à voir dans leur champ de vision sur la route un cycliste
Ouais, c'est vrai. Et les gens, ils ont peur de ça. Je comprends tout à fait parce que moi aussi, des fois, j'ai des petites frayeurs quand j'entends une voiture qui arrive dans mon dos alors que je suis quelqu'un qui sait faire du vélo. Et je sais plus où je voulais en venir, mais dans ma tête, ça sonnait bien. Encourager les gens à faire du vélo. Ouais. Et Est-ce que tu as des lectures à nous conseiller? Est-ce que il y a des choses comme ça ou des podcasts Harry Potter. Ouais, d'accord. Ça pourrait. Ah mince, des lectures. Ou des Je suis podcasts. pas quelqu'un qui lit beaucoup. Ou des émissions, Alors, des références. il y a un site très intéressant, moi, qui du coup, m'attelle à la fabrication de vélos. Je pourrais en parler pendant des heures, la fabrication de vélos. Il y a un site qui s'appelle Vélo Artisanal. C'est un site, c'est un forum sur lequel on trouve énormément d'informations qui concernent la fabrication. Vraiment, la fabrication, comment tu usines un tube, comment tu le soudes, le procédé de soudage et tout ça. Et ils ont dans le forum, il y a un sujet qui s'appelle podcast. Et là, il y a tout un défilé de podcasts. D'accord. Ça parle de tout un tas de choses. Autant les gens qui fabriquent, parce qu'en France, on a tout un vivier d'artisans du cycle qui renaît. C'est assez incroyable. Ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Moi, je trouve que c'est porteur d'espoir. Je les sens bien les lendemains qui pédalent quand je vais parcourir, que j'ai un peu de temps, les pages Instagram et tout ça de ces gens qui font des choses formidables, qui remettent en place le grand soir du vélo. Le grand soir du vélo. C'est bientôt. C'est bientôt. Préparez-vous, mettez le casque, le gilet jaune pour être vu, hein, parce que il restera quand même des voitures. Et du coup, je conseille les auditrices et les auditeurs d'aller parcourir ce forum, de trouver ce sujet et d'aller écouter tous ces gens qui mettent en place des choses pour que le vélo prenne sa place de plus en plus dans notre quotidien. Bah non. Dans une prochaine émission, je t'inviterai et on fera une balade en vélo radiophonique. Magnifique. Hein ? Magnifique. On pourra poser le matos sur un de mes vélos cargo, Ouais. sans problème. Très bien. Et puis on ira Ok. gambader. Où est-ce qu'on peut te contacter? Comment? Téléphone, Oui. email, site? Ouais, alors le plus simple, c'est le téléphone. Donc 06 78 76 21 07. Dans cette belle petite ville d'Agonac. Dans cette belle petite ville d'Agonac, aux 3 rues du Marché. Si vous souhaitez m'envoyer un email, ça se fera via l'adresse burette.e.guidoline@gmail.com. Et pour aller voir un petit peu ce que je fais sur mon site internet, vous verrez plus du coup, vous aurez plus une idée de mes tarifs sur le site internet. C'est burette et guidoline Je sais pas. Eh bien, je me rappelle pas. Ah, Mince. d'accord. Hotmail, Gmail. Si dans Google vous tapez burette et guidoline, vous D'accord. tombez directement sur la page Google et ensuite le site internet. D'accord. Et puis après Instagram, burette et guidoline et Facebook. Voilà. Très Des bien. pages que j'essaye d'alimenter, mais pareil, la communication, c'est un métier. C'est peut-être pour ça oui. que pour l'instant, pas grand monde me connaît. mais je perds pas espoir et je fais du mieux que je peux. Si quelqu'un veut, sans faire une cagnotte litchi, veut venir t'aider à avoir une meilleure communication, est-ce que Oh là tu là, l'accueilles? je serais ravi. D'accord. Vraiment. Sans demande de paiement, évidemment, parce que On s'arrange, on trouve une alternative. vous partirez avec des courgettes. Voilà. Faudrait que je refasse un potager. C'est imminent. Ok, merci à toi, Guillaume. d'avoir Merci participé à RLP, merci l'émission. l'équipe. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées. On sait plus comment s'orienter.
RLP. Radio libre en Périgord.